Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Entre deux rôles à la télévision, toujours travaillé en profondeur, vous vous passionnez pour d'autres profondeurs, celle de notre planète. Vous l'avez parcouru sous toutes les latitudes, mais sans jamais perdre le nord, et vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Odile Villemain. Bonjour Jacques. Alors, il y a ce livre Latitude chez Michel Lafon, où on va découvrir votre parcours à travers le monde, qui est assez étonnant et totalement insolite et totalement inédit. Mais le principe des clés d'une vie, cette saison comme les précédentes, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés. D'accord. La première que j'ai trouvée, c'est le 16 janvier 2002. C'est la sortie de ce film. Je crois que de moi et de ceux qui me ressemblent, on pourrait dire qu'ils miment la vie. Le Au lieu de doux la amour vivre. des hommes. Et je crois que c'est un film de Jean-Paul Siverac, ce sont vos débuts à l'écran. Oui, c'est mon premier, mon premier film, premier cachet de comédienne. Oh là là, ça remonte à loin. J'ai beaucoup. Il faut que je raconte les anecdotes, je peux là-dessus, parce que j'en ai beaucoup. C'était assez drôle parce que je me rappelle très bien du casting. Parce qu'on nous avait pas donné le texte ni rien, on nous avait rien donné, donc j'étais arrivée et comme chez Godard, oui. Ouais, voilà, c'était un peu une impro, je sais plus, et donc je crois que j'avais dû recevoir le texte genre un quart d'heure avant, et puis je discutais un peu avec le directeur de casting, et puis il me dit on va dire un peu ce texte, machin, etc. Et puis il commence à me dire, écoute, je voulais te dire, je te trouve très très belle. Et là, j'ai fait. Moi, c'est mon premier casting, pas le premier casting, mais en tout cas, voilà, mes débuts d'actrice, donc je connais pas encore le milieu. Je fais. Merci. Oui. Et là, il s'arrête, il me dit non, mais c'est la première ligne du texte. Oui. Ah, pardon. Et je sais pas si c'est pour ça que j'ai été prise, mais en tout cas j'étais très spontanée, pour le coup très gênée. Et voilà, et c'était assez marrant parce que j'avais une séquence, je crois, dans ce film, pas plus. Et c'est moi qui me suis retrouvée sur l'affiche. Il y a que moi sur l'affiche du film. Et Jean-Paul Siverac avait fini par m'envoyer l'affiche du film en disant j'espère que tu aimeras autant que moi. Voilà, c'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, ce film a eu le prix Jean Vigo l'année suivante. Ça a été un vrai succès. Eh ben, je savais même plus, je m'en rappelais pas. Alors, on est quand même loin dans ce film sur la fragilité des rapports amoureux de votre univers familial. Vous êtes né, je crois, à Châlons en Champagne, qui était encore Chalon-sur-Marne, comme Cabu. Ah, c'est vrai? Eh ben, Cabu est de Chalon-sur-Marne, bien sûr. Ah, ça va beaucoup mieux. Et il y avait même un café où il y avait un type derrière le bar qui est devenu le modèle du beauf de Cabu. Il en parlait souvent. D'accord. Ben non, je savais pas, moi. J'ai vécu 4 ans, alors j'ai très très peu de souvenirs, moi, de Chalon-sur-Marne en Champagne, qui est devenu une fois en Champagne, qui est revenu sur Marne, redevenu en Champagne. Je me suis perdue entre-temps. Non, j'ai des souvenirs de mon préau d'école, moi. Parce qu'on était très amis, on habitait juste en face de l'école. Là, il y avait juste une petite ruelle piétonne à traverser, et les gardiens de l'école, en fait, étaient devenus mon papy et ma mamie de cœur, quoi. Donc, moi, les vacances, c'était dans le préau de l'école, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a eu Metz, effectivement. Ouais. Et Metz, ça a été vraiment des belles années, avec notamment une complicité avec Sophie, votre jumelle, y compris à l'école. Je crois qu'il y avait des échanges. Ah, mais vous avez super bien bossé. Ah ouais, il y avait votre langage à vous, et puis il y avait les échanges à l'école. Et oui, comment vous savez ça? Je me suis renseigné. C'est-à-dire que l'une faisait les examens de l'autre. Ouais, alors, il y a un peu de ça. Alors, il y a plusieurs histoires, c'est-à-dire que je me souviens elle n'était pas hyper joueuse, moi un peu plus, mais en fait, alors il y a eu au bac où on a préparé la langue et la philosophie. Ouais, voilà, et on a interverti. J'ai préparé les langues, elle a préparé la philo, et on a fait des fiches communes. Sauf que vous avez une meilleure note. Je suis assez nulle. J'étais assez nulle en philo. J'ai eu 4. Et en langue, c'était compliqué. On a eu la même note, mais en langue, c'était compliqué, puisque comme c'est moi qui avais fait les fiches, en fait, dès qu'on posait une question, au bac, à l'oral de langue, en fait, la nana a eu la mauvaise idée de nous prendre ensemble, parce qu'elle trouvait ça rigolo d'avoir des jumelles. Ouais. Et en fait, comme c'était les mêmes fiches, dès qu'elle me posait une question, je répondais, et puis après, elle posait la même question à ma sœur, qui disait pareil. Donc on a quand même eu la même note. Et après, j'ai des souvenirs d'école. Oui, il y en a un qui est assez drôle, où c'était des grandes tables comme ça. C'était pas les bureaux de 2, c'était vraiment des grandes tables. Et puis le prof de physique ou chimie l'envoie au tableau. Et puis il dit rien foutu, je sais pas. Et puis viens, je prends ta place et tout. Donc le prof a le dos tourné. On inverse nos 2 places. Et moi, je fais tout le trajet, et je vais au tableau sous les... Enfin, tout le monde était mort de rire, alors en silence, mais bon, tout le monde avait vu le truc, à part le prof. Et à un moment donné, le prof se retourne, il me voit au tableau, il fait...
Et alors, il a fait des allers-retours, parce que c'est à la radio, on va pas me voir. Il a fait des allers-retours entre moi et ma sœur en regardant le tableau, le bureau, et s'est dit... Et genre, il y a un truc qui m'a échappé et il a rien dit. Il a rien dit parce qu'à mon avis, c'est dû se dire je vais m'en prendre. Je sais pas. Et en fait, c'est passé, mais alors pas comme une lettre à la poste, mais il a rien osé dire. C'était très très drôle. Voilà. Et vous aviez un langage particulier entre vous. Il paraît. Oui. Ouais, je m'en rappelle pas moi, mais c'est mes parents qui disent ça. Il paraît qu'on avait que c'était assez excluant d'ailleurs parce qu'on avait quand on était toute petite, on avait notre propre langage qui ne concernait que nous et personne ne comprenait. Et vous étiez, Odile Villemain, une enfant très curieuse et vous posiez sans arrêt des questions à votre père qui vous répondait « T'es pas de la police ». Ouais. C'est vrai ? Ah oui, mais je le dis en plus dans les... Oui, moi très curieuse, et puis pourquoi, et alors rapidement, tu fais partie de la police, et un jour j'en ai eu marre, et je suis allée me faire une petite, sur un bout de papier cartonné, je me suis fait une mini carte de police, et j'avais écrit agence 007, et je suis allée poser une énième question à mon père, je suis papa, pourquoi, machin, tu fais partie de la police ? Ouais. Il a été scotché, oui, c'était très drôle. Alors, il a répondu, pour le coup. Ce qui est étonnant, c'est que vous étiez soi-disant une mauvaise élève à l'école, mais vous avez fait de hautes études ensuite. Je suis pas une mauvaise élève à l'école. Vous étiez nulle en philo, vous aviez... En philo, j'étais pas très bonne, mais j'étais super en maths. J'étais première, j'étais plus forte que les carrés. J'ai fait une prépa HEC, j'étais la première en maths. Plus forte que ceux qui redoublent, enfin qui faisaient une deuxième année. J'étais une super, je suis hyper studieuse, ça parle à philo. Oui. Je comprenais rien. Et ce qui vous intéressait, c'était la sociologie, la psychologie plutôt que le commerce. Ouais. Moi, je voulais voyager, je voulais être ethnologue et je voulais voyager et c'est vrai que je voulais être ethnologue et mes parents connaissaient pas trop le milieu, je sais pas, et je m'y suis prise un peu en retard et je me suis retrouvée en prépa HEC puisque mon père trouvait que c'était une idée pas si mauvaise à mes envies de voyage. Oui. Alors que le commerce c'est pas trop mon truc. Mais du coup, la prépa HEC m'a donné le courage, en tout cas m'a donné l'aplomb pour dire je vais monter à Paris, je vais faire ce que je voulais faire et je vais commencer mes études de sociologie parce que l'ethnologie n'était qu'une spécialisation à partir de la licence. Et donc, j'ai commencé par faire mon doc de socio. La première année de doc, j'ai appris le chinois au Langzhou. Ça, c'est étonnant. Ouais. Et après, la deuxième année de chinois était très axée interprétariat. C'était vraiment les décimales de grammaire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir parler, de pouvoir communiquer avec des gens, etc. Mais bon, la grammaire pure et dure, c'était pas mon trip. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai fait du tahitien. Voilà. Mais on peut faire du tahitien dans les écoles, c'est une langue. Eh ben alors, c'est les Langzhou, c'est l'INALCO, Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et on y étudie à peu près 80 langues. Car vous aviez envie de vous intéresser aux autres et de parcourir le monde. Ouais. Et ces langues vous aidaient effectivement à aller loin, parce que le tahitien, c'est quand même des gens très calmes. Les Chinois, quand on va à Shanghai, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus énervé. Voilà. Et le mélange des deux permettait de faire une synthèse. Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être, je sais pas. Alors, moi, j'ai... puis je sais même pas pourquoi j'ai fait le tahitien, parce que j'ai longtemps fantasmé sur les Seychelles, mais après, je sais pas, j'avais envie d'apprendre la langue du Nil, et puis, je sais pas, je me souviens plus pourquoi le tahitien. Et je suis toujours... Alors, le comble, c'est que je ne suis allée ni en Chine, ni en Polynésie française. Ça viendra peut-être un jour. Il y a intérêt, oui. Et puis... je saurais dire bonjour, au moins, c'est toujours ça. Et puis, là-dessus est venu le théâtre et l'envie de devenir comédienne. C'est venu comment, Odile Villemain ? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais vraiment, je n'ai... La seule explication... En fait, c'est venu, mais vraiment comme une urgence. C'est devenu vital, mais pratiquement du jour au lendemain. Il y a un souvenir et une explication que m'a donné un jour un producteur. Mon père, je faisais, je crois, pas mal de bêtises à la maison. Il m'a dit, tu as une imagination débordante, Odile. Ce serait bien que tu la mettes au service de quelque chose d'utile plutôt que de faire des bêtises tout le temps. Tu devrais faire du théâtre. Et là, j'avais répondu, voilà. Et j'ai dû jouer plus tard, après, la pièce de Sacha Guitry qui s'appelait Mon père avait raison. Et après, et c'est venu comme ça, c'était urgent et il fallait absolument. Et après, quand j'ai joué dans l'Emprise, on a eu cette discussion avec le producteur qui me demandait pourquoi, comment j'étais devenue comédienne. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas te répondre, c'est pas un rêve de gosse. Moi, je veux être ethnologue, j'ai toujours envie, et voilà. Il me dit, tu sais, des fois, dans les milieux artistiques, c'est pas toi qui choisis ton métier, c'est le métier qui te choisit. Voilà. Et vous êtes entré au cours Simon. Ouais. Et tout de suite, vous êtes beaucoup plus sortis à l'aise qu'à HEC ou ailleurs.
Ouais, bah alors HEC, j'ai fait la prépa, oui, ça, j'étais pas dans mon élément. C'est là que tout le monde croyait que j'étais une glandeuse alors que j'étais une tête. Mais oui, bah, bon, le temps d'apprendre, hein, mais effectivement, ça a été une révélation assez vite. Enfin, j'ai commencé les cours, ce qu'ils appelaient les cours de loisirs adultes, le samedi, une fois par semaine, tout en poursuivant mes études. Bien sûr. Ma deuxième année de Doug, et puis à la fin de l'année, Rosine Margal, la directrice, me dit après le spectacle, vous avez du talent, il faut absolument faire la formation professionnelle. Je fais tout ça pour avoir 1500 balles de plus par mois. Elle me dit mais pas du tout, réfléchissez-y vraiment. Et en fait, je me suis torturée tout l'été, mais vraiment tout l'été. J'ai fait des cauchemars la nuit en me disant j'y vais pas, je fais pas. Et en fait, je n'ai jamais répondu à cette question. Je n'ai toujours pas répondu à cette question, mais je l'ai fait parce que je me suis dit sinon à 50 ans. Pourquoi je dis ça. À 50 ans, je serai toujours en train de me poser cette question. Donc, je vais essayer. Et puis, ce n'est que de l'argent. Mais au moins, j'aurai ma réponse et je saurai. Et je me suis inscrite en licence et à la formation professionnelle. Et à Noël, ma mère m'a demandé si je continuais toujours la socio. Et j'ai fait non. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on va continuer à en parler avec une autre date importante pour vous, le 11 février 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Odile Villemain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Odile Villemain avec ce livre Latitude qui est étonnant chez Michel Lafon, dont on va parler tout à l'heure. Mais on revient sur votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie. Le 11 février 2004, Odile Villemain, c'est important parce que je crois que c'est la seule fois où vous avez été brune à l'écran dans ce film. Podium. C'est la bande de Podium au départ. Et il se trouve que vous êtes une Claudette dans le film. Ouais. Ça, c'est étonnant de vous imaginer en Claudette de Claude François. Ah ouais, bah, c'était génial. Alors, c'était pas la seule fois où j'étais brune, mais c'était la première fois où j'étais brune. On était 3 blondes et le réalisateur voulait une brune. Et moi, ça faisait quelques mois que je me demandais quelle tête j'aurais en brune. Je me suis fait payer pour, donc ça, c'était parfait. Non, c'était fantastique. C'était fantastique parce que moi, c'est mon deuxième film et c'est du coup le premier vrai gros film avec beaucoup de jours de tournage, avec de la prépa en amont parce qu'on avait des cours de danse pour répéter les chorégraphies et puis un truc complètement barré où on a toutes les chorégraphies de Claude François à apprendre avec Benoît Poulvorde qui est quand même c'est génial, quoi. Puis une aventure extraordinaire. Un film de Yann Moix, d'ailleurs, qui avait été lancé au Bus Palladium. L'avant-première avait eu lieu au Bus Palladium lors d'une soirée. Si. Non, à l'Olympia. À l'Olympia, mais il y avait aussi le Bus Palladium, une grande soirée derrière, à laquelle j'y étais. Ah, c'est vrai ? Oui. J'y étais, je peux vous confirmer. Il y avait eu les deux. Mince, j'ai raté la deuxième. Ouais, désolé pour vous. On serait croisés. Et Claude François, vous connaissiez ? Vous étiez une femme alors fan, je sais pas, mais forcément, je connaissais. Ben oui, qui ne connaît pas Claude François ? Donc c'était génial, quoi, de danser. Et là, c'était très compliqué, parce que ça a l'air très facile les chorégraphies et pas du tout. C'était tout en rebond comme ça. On a galéré un petit peu. Et puis Benoît aussi. Mais c'était une super. C'était génial. De vivre au rythme de ses chansons, le scénario était complètement génial aussi, c'était complètement barré, on était vraiment dans une grosse faille spatio-temporelle. Voilà, mais effectivement Claude François et les Claudettes, c'était pas toujours simple. Quand elle faisait un pas de côté qui était raté, il les insultait en tournant le dos au public, comme le public criait, personne n'entendait, il les insultait pendant le spectacle. Ah, c'est vrai. C'était étonnant. Alors, et Podium, c'était pas vos lectures favorites à l'époque ? J'étais plutôt dans Sénèque, c'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est que votre livre est édité chez Michel Lafon, qui a fondé Podium avec Claude François. Ah, mais non, c'est pas vrai. Mais oui, parce qu'un jour, Michel Lafon, qui est à l'époque technicien à la télé, il va voir Michel Drucker en disant « J'ai un journal qui marche pas, c'est Podium ». Michel Drucker présente Claude François, Michel Lafon, et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est votre éditeur aujourd'hui. Voilà, va falloir qu'on parle de vous aussi à un moment donné, Jacques. Alors, la chanson, quand même, ça fait partie de vos passions. Ouais, j'ai commencé, ça fait longtemps. J'ai commencé les cours de chant lyrique avant les cours de théâtre. C'est venu comme ça, une envie aussi ? Ouais, j'avais envie. Mais moi, j'aime bien suivre mes envies. Vous voyez, je suis capable d'arrêter du chinois pour faire du tahitien. Et quand mon père m'a demandé pourquoi, j'avais envie. Voilà, exactement. Donc voilà, et je devais faire Miss Tinguette
en comédie musicale, Oui. mais ça s'est pas fait à la dernière minute. Et puis on m'avait proposé aussi de faire Charlie et la chocolaterie là en comédie musicale là, avec Philippe Hersen. Et puis il y a eu le confinement et les décalements de dates, tout m'ont fait que j'ai dû refuser après parce que ça collait plus avec mes tournages. Ouais. Et vous avez quand même chanté. Écoutez ceci. Oh non. Puis un jour, on se délaisse. Il est très très loin. Ton assort, ça doux. Il y a 3 chansons dont on se délaisse qui circulent sur Internet aujourd'hui. Ouais, c'est moi qui les ai écrites. Oui. Et il n'y a pas eu d'album, Non, trop de trucs à faire en même temps. Non, c'était super. C'est des chansons que j'ai écrites moi-même, juste les paroles parce que je suis pas musicienne. Et puis après je suis devenue. C'est sorti. C'était même avant. Ah oui. Ouais, ça c'était très très longtemps. C'était même avant que je démarre beaucoup ou entre. Je sais plus. Je sais même plus. Et ça s'est pas poursuivi, mais parce que j'ai accès parce qu'on peut pas tout faire en même temps en fait. Donc de temps en temps, il y a des petites piqûres de rappel avec la comédie musicale et tout, mais ça n'a pas encore trouvé sa forme, effectivement, ouais. Mais quand on voit les chansons sur Internet, il y a des compliments quand même qui circulent. Il faut que je retrouve, j'y pas su. Bah non, elles mais sont faut sur que YouTube. Sur YouTube, c'est vrai ? Oui, oui. Bah j'irai voir. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Ainsi soit-il, Ouais. qui est aussi le titre d'une chanson de Louis Chédid. Ah bah ça va alors. J'étais inspirée. Et un jour, vous êtes brune, vous avez décidé de devenir blonde, et je crois que votre agent s'y est opposé, Odile Villemain. Alors non, ici, alors oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. C'est que j'étais en train de changer d'agent et j'arrive chez mon agent actuel, Cyril Canizzo, chez Agent Agitateur, et j'étais blond platine et c'est vrai que j'ai eu ma phase blond platine où je me cherchais un peu et je pensais qu'en ressemblant aux actrices américaines, en fait, ça allait le faire. Ça l'a pas fait du tout. Les blondes font ça beaucoup mieux que moi. Et puis j'ai un caractère un peu plus trempé que ça, je crois. Mais je sais pas. En tout cas, ça ne me correspondait pas manifestement. Et j'arrive chez cet agent et il étale les photos de moi. Donc, les brunes de l'époque de Podium, moi en blond platine et moi en rousse naturellement, quoi. Et il étale les photos. Il me dit, t'es gentil, si tu veux rentrer dans l'agence. Il me tire la photo en rousse. Il me dit, tu prends ça. Et tu vas chez le coiffeur et tu me refais la même chose. Tu me rappelles dans un mois. Voilà. Et je ne sais pas s'il m'a prise ou pas. Je suis sortie, je ne sais pas rentrer chez moi. Sur le trottoir, j'ai appelé mon coiffeur et je lui ai dit, il faut qu'on change de couleur de cheveux. Elle dit, enfin, ça y est, depuis le temps que je te le dis. Et je suis redevenue rouge, j'ai attendu un mois, je l'ai appelé et il m'a prise. Voilà. Et j'ai recommencé à bosser à ce moment-là. Et ce qui est étonnant avec vous, Odile Villemain, c'est que la multiplicité de vos rôles, c'est-à-dire aussi bien Podium que Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet ou Oscar, ouais. C'est assez étonnant de faire autant de choses différentes. Alors moi, j'adore, moi je suis une grande étudiante, éternelle étudiante, j'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore l'âme humaine et j'adore la diversité en fait, donc j'aime bien aller picorer partout. C'était assez marrant parce que j'avais rencontré Robert Hossein sur je sais plus quel de ses spectacles sur lequel j'avais pas été prise, mais il m'avait vue et je m'étais assise au bureau et je ressemblais pas aux photos qui lui avaient été envoyées. Et il prend la photo, il me la jette à la figure et il me dit, ça ressemble pas, tu m'expliques? Je dis, on m'a toujours dit que j'étais un caméléon, je trouve que pour une actrice c'est plutôt sympa, mais bon, bonne réponse. Voilà. Ouais, j'adore ça. Moi, on me reconnaît à l'écran mieux. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon boulot. Oui, mais en même temps, vous êtes d'une précision diabolique. Quand vous préparez un rôle, vous allez en profondeur dans ce rôle, Odile Villemain. Ouais, c'est le rôle qui vient en profondeur en moi. Je sais plus. C'est devenu très schizophrénique. Oui. Non, mais moi, j'adore explorer. Donc ça, vous le savez maintenant, parce que je le dis dans le livre, mais. Moi, je trouve qu'on a une chance inouïe quand on fait ce métier, c'est de pouvoir explorer différents univers, différents métiers. Donc, c'est sûr que moi, je sais quand j'ai joué avec Richard Berry, où je jouais une flic et j'avais un flingue, j'ai demandé à apprendre à tirer. Et c'est des occasions, voilà. Et j'adore l'âme humaine, donc j'ai besoin moi d'aller chercher au fond. Je sais quand j'ai tourné l'Emprise, je suis allée voir Alexandre Allange, dont je jouais le personnage, pour voir où physiquement se situaient les peurs, les émotions, les blocages, voir ce que je ressentais, etc. Moi, je trouve ça fascinant d'aller explorer ça et je trouve qu'on a la chance de pouvoir le faire en plus. Donc, moi, j'adore ça. Mais c'est pas si fréquent. Vous en parlez d'Oscar avec Louis de Funès. Ouais. De Funès préparait chacun de ses rôles pendant des semaines. Une porte qui fermait mal, il a travaillé pendant des semaines pour que ce soit exact. C'est ça aussi le secret de l'acteur ou de l'actrice. Ah, mais moi, j'adore ça. Alors après, il y en a qui sont plus à l'instinct, il y en a qui considèrent pas le métier comme ça. Moi, je suis méticuleuse, j'aime bien la précision. Moi, je suis au millimètre près.
Mon credo, c'est Dieu est dans les détails. Donc, en fait, pour moi, le personnage devient vraiment incarné quand on a travaillé la démarche, etc. C'est pas juste des mots. Ça sert à rien de dire le texte, il est écrit, c'est redondant, quoi. C'est pas sympa pour l'auteur, en plus. C'est de l'explication de texte. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre le contre-pied du texte et d'aller, travailler une énergie, une émotion qui peut être, par exemple, à l'opposé de ce que raconte le texte. Et c'est là où ça devient très incarné, quoi. Et dans votre filmographie, il y a une chose étonnante, c'est un court-métrage qui s'appelle Quand j'étais porno. Ah, oui. Eh ben, je m'attendais pas à celle-là. Oui, Michel Caméo. Ça avait été produit par Cadmerade. Oui. Mais non, mais alors j'ai plus de souvenirs majeurs, mais de souvenirs, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un monde porno et qui se réveille dans le monde réel et qui comprend pas que ça fonctionne pas comme dans les films. Mais c'était assez drôle, c'était très décalé et pas du tout. Bien sûr. Voilà, mais c'était. J'ai fait Xanadu après. Oui, c'est autre chose. Il y a des bouts de- Mais en même temps, vous aimez observer les autres. Ah ouais, c'est mon côté ethnologue, ça. Moi, j'ai toujours, c'est la socio. Il y a un, j'adore observer. C'est James Dean qui disait ça, lui qui passait des heures à regarder les gens dans le métro, dans le tram, je sais plus où. Moi, j'adore observer, comprendre où ça se situe, que ce soit physiquement, intellectuellement, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, moi, j'apprends des autres, je regarde. Enfin, c'est ouais. Vous n'arrêtez jamais d'apprendre. Non, jamais. Sinon, c'est la fin si on arrête d'apprendre. Bon, pour nous, c'est la suite dans quelques instants avec une autre date, le 16 juin 2016. On en parle de cette date dans quelques instants je sais ce que c'est. avec Odile Villemain sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Odile Villemain. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman, enfin pas un roman, c'est un récit, Latitude chez Michel Lafon, votre découverte du monde. Pour l'instant, on vous découvre vous. Et le 16 juin 2016, vous n'avez pas oublié, c'est le festival de télévision de Monte-Carlo pour ce film. Moi, c'est Marcel. Je m'appelle Alexandra. L'ange. L'ange comme un ange. Vous recevez le trophée de la meilleure actrice pour l'emprise. Ouais. Ça, c'est un beau souvenir. Ah ouais, c'était génial. Enfin, c'était. Puis alors, je m'y attendais pas. Enfin, Non, je m'y attendais pas du tout. Et c'était une super soirée. Ouais, ça fait toujours plaisir d'avoir. Puis en plus, là, c'était les Américains, qui décernaient le prix en grande partie. Non, il y avait Aurélien Recoing aussi. Avec qui j'ai tourné là il y a pas très longtemps, il m'en a reparlé, j'avais complètement oublié qu'il était dans le jury. C'est un film incroyable, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'histoire d'Alexandra Lange qui a été battue, violée par son mari pendant des années, qui a fini par le tuer et qui a été acquittée par Luc Frémiot, qui est le procureur qui était donc censé la charger, qui a conjuré, il l'a dit comme ça, le jury de la relaxer, enfin de la quitter. Il dit, je vous en supplie, je vous en conjure, acquittez-la. Et il s'est excusé au nom de la société de ne pas s'être occupé d'elle plus tôt. Mais c'était un sujet en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui... Ah ouais, on est en plein dans ça. A lancé un peu le mouvement. Hein, déjà, on a sauvé énormément, je sais pas, mais moi j'ai reçu un tsunami de messages. On a été entêté monde pendant 24 heures. On a fait 9,8 millions. Ça a été une vraie vague. On a sauvé des femmes. Je crois que le planning familial s'en sert comme outil de formation. Ça a été un raz-de-marée très très impactant pour la cause des femmes. Et alors oui, un peu en avance, parce que alors là, on est en plein dedans en ce moment. Complètement. Et c'était un rôle difficile. D'ailleurs, il y avait eu un livre Acquitté, je crois, qui est sorti. Un rôle difficile que vous ne pouviez pas refuser. Non, on m'a proposé, j'ai lu le scénar, je me rappelle très bien, j'étais sur mon canapé un soir, j'ai dû terminer de le lire à minuit, et j'étais là, et je me suis dit, je suis incapable de jouer ça, c'est trop dur, c'est impossible, et puis je peux pas, et puis il y a une mémoire à respecter, enfin une mémoire non, parce que elle est toujours vivante, mais voilà, il y a un devoir de respecter en fait cette histoire-là, et en même temps c'était impossible de refuser, donc j'ai appelé le producteur le soir même, peut-être très tard ou le lendemain matin, je sais plus, et je lui ai dit, je vais le faire mais à 2 conditions. J'ai fait de 1, pour bien faire, il faut que je saute mais sans filet, parce que sinon je vais être mauvaise, donc je vais sauter sans filet, il faut que vous soyez le filet. Il m'a répondu, je suis là H24, tu m'appelles, je viens, et il l'a fait, parce que je l'ai appelé une fois un soir, il était à Aix-en-Provence, et le lendemain midi, voire vers 10-11 heures du matin, il était en Belgique sur le plateau.
Et la deuxième condition, c'était je vais pleurer tout le temps, et ça va être ma douche émotionnelle, moi ça va être ma vidange émotionnelle, c'est comme ça que je vais, voilà. Et si j'arrive pas à pleurer, il faudra m'aider à pleurer, parce que sinon je vais faire cocotte minute et je vais imploser. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et vous avez tourné ce film qui est resté dans les mémoires. Et auparavant, selon votre habitude, vous avez travaillé en profondeur, vous avez vu des femmes battues, vous êtes vraiment renseigné pour voir, pour devenir le personnage. Ah oui. Alors là, c'est là que j'ai rencontré Margot Mercier, grâce à qui ce livre existe aussi, puisque on a eu l'idée de travailler ensemble à ce moment-là. Moi, je suis allée voir Alexandra Lange, j'ai passé une après-midi avec elle, et puis évidemment, je me suis renseignée. Là, d'autant plus qu'il y a un devoir, il y a un devoir de responsabilité, de pas trahir une parole sur une histoire dramatique qui est arrivée. Donc moi, je pouvais pas arriver et juste dire un texte, quoi. C'était impossible. Donc il fallait vraiment que je comprenne le parcours de ces femmes, le parcours de l'emprise, en fait, parce que ça, on oublie tout le temps, c'est que en fait ça commence par des tout petits détails qui sont pas des motifs de licenciement, j'ai envie de dire en rigolant, mais non, mais ça commence par t'es moche, t'es grosse, voilà, c'est pas un motif pour quitter quelqu'un et c'est petit à petit en fait le capital de confiance qui s'écroule, voilà. Donc il y avait tout ce mécanisme à comprendre et à mettre en place pour pouvoir le retranscrire, quoi. Et il y avait également Marc Lavoine qui était avec vous, qui vous donnait la réplique. Là, c'était aussi très fort. C'était super. Franchement, il y avait Marc Lavoine, il y avait Fred Testo, il y avait Lolita Chama. On était un casting. C'était très particulier ce tournage, parce qu'on savait qu'on faisait un truc, on le sentait. Hein. Et Marc Lavoine, mais qui est la générosité mais absolue sur un plateau. Mais un partenaire mais merveilleux, quoi. Et il a commencé, lui, à l'Olympia comme placeur dans la salle quand il avait 17 ans. Et c'est comme ça qu'il a commencé à observer les vedettes et à apprendre son métier. Vous voyez, l'observation, il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Et ce festival de Monte-Carlo, on l'oublie, c'était le premier festival au monde de télévision. Le prince Régnier en 61 a dit, la télé se développe, il faut créer un festival. Je savais pas. Et c'est comme ça que ça existait. Incroyable. Alors, vous avez démontré avec l'emprise que vous n'étiez pas l'héroïne d'une seule série, et pourtant, vous étiez la star de celle-ci. « 2009-2016, 7 saisons de profilage. » Profilage, oui. Et ça a été aussi un événement, parce que du jour au lendemain, la France entière vous a reconnu dans le personnage de Chloé Saint-Laurent. Oui. Gros impact. C'était alors, je sais plus quand ça a commencé, mais on a fait des très bonnes audiences dès la première saison. Mais c'était assez marrant parce qu'en fait, mais ça avait pas non plus encore pris son essor comme ça l'a pris sur les saisons suivantes. Je me rappelle très bien parce que ça sortait en Italie avant la France, et j'avais été invitée au festival de Courmayeur et je fais une interview, et il y a un journaliste italien qui me dit, alors ça fait quoi d'être une star? Je sais, je sais pas. Il me dit, mais vous êtes une star ici, vous savez? Je sais, non, je viens de l'apprendre. C'était assez marrant. Et après, oui, on a fait des 8 millions. Oui, après ça a pris vraiment son envol. C'était un super personnage, ça, par contre. Hein. Beaucoup j'ai eu, mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais un vrai personnage décalé. J'étais allée à Londres chercher les tenues. Mais alors justement, les tenues, quand vous avez été choisie, au départ, vous arrivez sur le casting et vous êtes certaine de ne pas être prise. Alors, mais convaincue. Je fais des premiers essais. C'est 3 pages de monologue, et je me souviens, ma sœur jumelle venait ce week-end-là. En plus, on me faisait une surprise, donc j'étais entre un dilemme de ma sœur que j'avais pas vue depuis très longtemps et préparer ce truc. Et puis en plus, moi, on m'avait dit vraiment que j'étais trop atypique, que j'avais pas le profil pour faire de la série, encore moins une heure de grande audience sur TF1, quoi. Donc j'y suis allée, mais vraiment pas en dilettante, parce que j'avais 3 pages de monologue et je les avais bien bossées. Mais alors, j'y suis allée. La casting, elle me dit, on va faire une italienne, une qui se répète avant. Je suis non, allons-y directement, quoi. J'y suis allée. Moi, franchement, j'y allais par formalité, quoi. Et donc je passe le premier tour, et là, ils sont bluffés, ils veulent me revoir. Et puis il me dit, il faut que tu te maquilles plus, faut que tu mettes plus de couleurs, etc. Et puis il voulait que je me teigne en blonde pour le callback. Et moi, alors pour moi. Je voulais pas pour un callback, sachant pas que je serais prise, décolorer mes cheveux, c'était un peu douloureux comme opération, pour le cheveu surtout, mais et du coup il y a un petit conflit qui se crée là-dessus. Donc j'arrive au callback maquillée mais comme une voiture volée, avec des couleurs criardes. J'arrive avec mais
Et alors, mais je foire les essais, et on me dit tu refais la même chose. Le truc, c'est que je ne savais pas moi ce que j'avais fait. Oui. C'est-à-dire que c'est ce moment où vous arrivez totalement détendu et puis vous êtes tellement persuadé que rien qu'en fait il y a un lâcher prise absolu. Donc il me dit il faut que tu refasses les mêmes mimiques et tout. Donc j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais fait. Donc j'ai fait une parodie de ce que j'avais bien pu me rappeler avoir fait. Et c'était un raté. Je me suis sortie. J'ai appelé mon agent. Je sais c'est une affaire réglée. Je ne l'aurais pas. Enfin je vois pas comment. Enfin je pouvais pas tout rater. Le seul truc, c'est que le réal était là et il me disait, ce qui est bien, je veux bien que tu me fasses une version, genre comme si les mots dans ta tête arrivent plus vite que ta capacité de parole, donc tu bégayes. Et je l'avais regardé, je suis ça va pas être difficile à faire. Et voilà, et j'ai été prise. Voilà. Et je crois qu'il a flashé sur vos chaussures. Oui, c'est vrai. Des chaussures vernies blanches à talons jaunes. J'avais des chaussures, des chaussures que j'avais depuis Podium. C'était des chaussures que j'avais récupérées du tournage de Podium, comme quoi hein, il y a des destinées. C'était des vernis blanches, et devant c'était couleur rouille et le talon était jaune canari. Et il m'a dit j'adore ces chaussures. Est-ce que tu crois qu'elles marchent avec des talons? Et je ne sais pas pourquoi j'ai répondu cette phrase totalement spontanément. Oui, mais elle ne sait pas marcher avec. Il me dit j'adore. Voilà. Et résultat, il vous a envoyé à Londres faire votre shopping. Non, je me suis envoyée toute seule. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait des premiers essais en France et ils voulaient pas de jean. Et moi, du coup, j'ai pas compris la phrase. Et en fait, j'ai cru que dans ma tête, c'était ils voulaient pas de pantalon. Ouais. Donc je me suis dit, ok, très bien, mais je pense que pour ce personnage, Chloé, c'est trop compliqué pour elle d'associer un haut et un bas, donc on va prendre des robes. Et on avait fait pas mal d'essais de robes, mais pas très concluants, j'avoue. Et le réal voit ça et puis dit, ça fait un peu trop vieillot, c'est pas assez sexy. Et malheur ou bonheur plutôt, la costumière me transmet ce mail-là, me dit voilà, il trouve ça machin. J'appelle ni une ni deux, je fais sexy, mais c'est absolument pas le personnage, c'est quoi ce truc? J'appelle le H, je dis t'as dit qu'elle était sexy, mais je sais quoi, enfin je comprends pas. Tu devrais pas être au courant de ces discussions. Oui, je suis au courant, donc parlons-en. Je sais parce que pour moi elle est tout sauf sexy, ou alors bien malgré elle, c'est vraiment, elle est pas du tout dans un rapport de séduction quoi. Elle a déjà du mal avec elle-même, alors les autres n'en parlons pas. Non, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Elle me dit c'est fantaisie. J'ai fait bouge pas. Et je lui ai envoyé une photo, moi je revenais de Londres que j'adore, et une photo d'une robe un peu fantaisie avec des chats qui sortaient sur des clochers, enfin bon, un truc improbable à la Mary Poppins. Et il me dit j'adore ça. Je lui dis écoute, on trouve pas ça en France, très bien, je vais aller à Londres et je vais chercher les costumes. Et c'est là que j'ai trouvé mon colonel Moutarde aussi. Le sac jaune. Le sac jaune, voilà. Ouais. Mais vous ne pensiez pas que cette série allait durer aussi longtemps, Odile Villemain? Non, j'ai pas réfléchi, je me suis pas tant posé la question que ça. J'ai démarré le truc et puis après, vous savez, on en fait 12 par an. Voilà, ça prend son envol. J'ai pas réfléchi à ça. Non, mais en même temps, ce côté criminologue que vous aviez, ça correspondait un peu à vos études, puisqu'il y avait beaucoup de psychologie. Oui, oui, ça m'a aidé. Hein, comme quoi, on fait pas. Je savais pas pourquoi j'avais fait tout ce parcours-là un peu erratique, mais voilà, il reste plus que le tahitien. Quoique j'ai eu un casting une fois parce que j'avais l'assistante casting était tahitienne. Donc je passe cette digression et je reviens sur le sujet. Oui, moi j'ai fait des études de sociaux, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis je suis allée voir plusieurs criminologues pour leur demander, bien évidemment, encore une fois, pour analyser mon terrain. Mais c'est sûr qu'il y avait une prédisposition au travail analytique, ouais. Et vous avez arrêté et on vous en parle encore aujourd'hui. Je crois que la série est vendue dans 83 pays, c'est extraordinaire. 83, oui, je me suis arrêtée à 70. Oui. Ouais, c'est super. Non, mais ça a eu un vrai impact. J'ai souvent des messages. Oui, j'ai pas mal de messages de gens du Brésil, de Slovénie, Lettonie, tout ça. C'est chouette. Et puis, parce que vous savez tout faire, vous êtes passé du côté de l'accusé, Odile Villemain, avec 2 femmes dans le nord de la France en 65. C'est l'anti-rôle de Chloé. Et oui et non, parce qu'on a une femme libre dans sa tête, on a quand même une nana assez combattante, mais c'est vrai qu'elle était accusée, ouais. Ouais, pour une fois, c'était moi. Et puis il y a eu aussi, vraiment, vous savez tout faire, c'est la mère de Grégory Le Marchal. Ah ouais. Ça, c'est un rôle étonnant. Ah, c'était, ouais. Très, très grande aventure. Alors là, je suis toujours en contact avec Laurence, d'ailleurs, parce qu'on s'est beaucoup vus. Oui. Et on a beaucoup parlé, ça nous a fait du bien, je crois, à toutes les deux. Et elle avait dit un super message, mais c'est vrai qu'on a beaucoup. Là, c'était pareil, c'est des histoires qu'on peut pas trahir en fait. Donc on est obligé d'être au plus proche de leur histoire, de respecter ça, parce que après, en plus ils ont dit beaucoup non les Le Marchal et ils voulaient vraiment pas que ce soit adapté. Et ils ont fini par dire oui, donc ils voulaient pas que ce soit fait n'importe comment. Ouais. Voilà. Et ce qui est étonnant, et c'est là votre force, quand vous avez arrêté Profilage, vous avez refusé qu'on tue Chloé. Ouais.
Ouais, je me suis battue pour ça. Oui, alors c'est pour une raison toute simple. C'était pas pour l'idée de pouvoir revenir et tout, parce que c'était mon choix de partir. Oui. Mais la production voulait me tuer et je trouvais ça assez compliqué d'avoir été pendant 7 ans ce personnage qui enchaîne quand même galère sur galère, hein, parce qu'on peut pas dire qu'elle ait une vie heureuse, mais qui se relève tout le temps. Et moi, je sais que l'essentiel des gens qui venaient me voir, moi, ce que je voulais vraiment défendre dans Profilage, c'était le droit à la différence et qu'on pouvait s'intégrer socialement en ayant quelques pets de travers. Et être un peu autiste, un peu voilà, de ne pas fitter dans le moule sociétal comme il faudrait qu'il soit imposé. Et je dis, mais cette nana, elle a pas arrêté d'avoir des galères à chaque fois, elle se relève. Et si on la tue, en fait, on envoie juste le message que en fait, on en chie dans la vie et que ça sert à rien. Et c'est pas possible, quoi. Voilà. Et vous avez été écouté, et nous on va continuer à vous écouter avec une autre date, le 2 juin 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Odile Villemain. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Odile Villemain. Alors on a parlé de votre carrière à la télévision, de vos films, mais là on découvre une nouvelle Odile Villemain dans ce livre Latitude qui est sorti chez Michel Lafon. On découvre que vous avez la passion des voyages et vous racontez dans ce livre les voyages extraordinaires que vous avez fait en solitaire. Oui. Oui. Alors, bon, ça doit être mon côté ethnologue, hein, c'est-à-dire que j'ai lâché l'ethnologie pour devenir actrice, mais ça m'a donné les moyens de voyager. Alors moi, je pars toujours seule. C'est souvent une quête personnelle, parce que bon, c'est ma façon d'explorer aussi mon âme à moi, et puis de se retrouver seule face à soi-même, etc. Et j'ai la passion des contrées assez lointaines, pas trop touristiques. Donc effectivement, dans Latitude, je parle de l'Islande, qui est devenue alors assez touristique maintenant, mais à l'époque, j'avais fait le tour de l'île en 4x4 toute seule. Le Groenland, qui est pas encore trop touristique, et l'Indonésie, où je suis allée escalader les volcans en éruption à Java, et puis j'ai fait Bali aussi. C'est une passion depuis toujours, les voyages ? C'est une envie depuis toute petite, parce que dans ma chambre, il y avait les posters des Seychelles. Et j'ai voyagé, j'ai pris mon premier avion très très tard, à plus de 30 ans, voilà, quand j'ai commencé à pouvoir me payer les voyages. Et les Seychelles ont été un repère de pirates. Ils attaquaient les navires, et on pense qu'aujourd'hui aux Seychelles, il y a encore enfoui quelque part dans l'île beaucoup de trésors. Faut que j'y retourne. Voilà. Et vous aviez aussi, dans vos jeunes années, vous étiez fasciné par l'UNESCO et vous aviez reçu un livre d'Odile Villemain. Oui, Borobudur, alors ça, je peux en parler. Oui, moi, j'ai toujours, je pense, dans cette veine d'ethnologie, de découverte des différentes cultures, de la diversité humaine, planétaire aussi, des paysages et tout ça. Et j'étais absolument fan de l'UNESCO, et à l'époque, effectivement, nous n'avions pas Internet. Et j'avais écrit une lettre, et il m'avait renvoyé un petit livret sur le temple de Borobudur, qui est resté des années, et je regrette, je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai jeté parce que je le retrouve plus. Et il est resté des années dans ma bibliothèque, je le voyais quasiment tous les jours, il m'a vraiment accompagné, mais tout le temps. Et puis chose assez étonnante, c'est que je sais même pas si je me suis dit un jour je vais aller voir Borobudur, mais un jour je me suis dit je vais aller à Bali, alors que j'avais pas du tout envie d'aller à Bali. Et de fil en aiguille, j'appelle l'agence de voyage avec mon amie Cornélie qui travaille dans une agence de voyage que j'ai rencontrée sur mon premier voyage dont je parle, qui est l'Islande, et qui me dit, mais toi qui aimes les volcans, va à Java, fais Java-Bali, il y a plein de volcans. Et là, je percute que Java, en fait, il y a Borobudur, et je dis, oh, mais l'idée est géniale. Et donc, moi qui ne voulais pas aller à Bali, et un jour, je me suis levée en disant, je vais à Bali, je me suis dit, c'est quoi encore cette idée dans cette tête ? Et je me suis retrouvée à faire Java-Bali et visiter le plus grand temple bouddhique au monde. Alors, magnifique. Cette passion, on ne la connaissait pas, et vous avez profité de la pandémie pour tout écrire dans un livre, pour raconter ces voyages. Oui, je pouvais plus voyager. Alors du coup, j'ai revisité tous mes voyages. Non, la pandémie a été super. Alors l'écriture du livre en pandémie a été super parce que déjà, j'ai pu retrier toutes mes photos qui n'étaient pas classées dans l'ordre, machin. Enfin bon, bref, bazar. Mais du coup, j'ai travaillé beaucoup sur le livre, et ce qui était assez chouette, c'est que de un, j'avais le temps, mais c'est surtout que comme on pouvait plus voyager, j'étais pas en manque, parce que moi je faisais 4 grands voyages par an, genre je faisais l'Inde et le Bhoutan, et puis après je faisais deux voyages en Europe en un an, quoi. Dès que vous aviez un instant, vous partiez. Dès que je pouvais, je partais. Dès que je tournais plus, je partais. Alors il fallait décider d'être dans l'instant, et vous êtes une femme qui décide dans l'instant, donc vous partiez.
Ah alors oui, alors ça c'est un peu pénible surtout pour les agences de voyage, parce qu'en général je les appelle et me disent c'est pour partir quand? La semaine prochaine. Bon, des fois j'ai réussi à m'y prendre une fois, je pense 15 jours à l'avance, mais oui, c'est toujours des impulsions. Ouais. On n'est pas dans un métier qui permet de prévoir, parce qu'il y a un tournage qui peut tomber comme ça. Enfin, voilà. Donc j'ai pris ce pli de tout faire à l'arrache. C'est un peu fatigant. Hein. Oui, mais ce qui est fatigant aussi, c'est qu'au départ, vous avez préféré le train à l'avion. Ça a été un problème de prendre l'avion au départ. Ah ouais, mais j'ai plein de peur, moi, en fait. Voilà, je suis pleine de paradoxes, je suis pleine de paradoxes. J'essaye de vivre à peu près correctement avec. Oui, je rêvais de voyager et j'avais peur. Pas de prendre l'avion, c'est pire. Enfin, c'est plus ridicule. J'avais peur de ne pas savoir comment on faisait une fois à l'aéroport. Il y avait l'enregistrement, l'embarquement, je savais pas ce que ça voulait dire. Et au lieu de me renseigner, je faisais rien. Donc je suis partie, les premiers voyages, je suis partie à Londres en train. Et ensuite, vous êtes allé en Islande et vous êtes même retrouvé au pays du Père Noël. Ah, j'ai fait la Laponie. Ah oui, comment vous savez ça? Ah je me suis renseigné. Ah oui, parce que j'en parle pas dans le livre, si. Un petit peu d'une phrase. Vite fait. Ah oui. Oui, je suis allée en Laponie, c'est extraordinaire. Faut jamais retrouver ces archives où le jour où j'ai rencontré le Père Noël, quoi. Mais une petite fille, quoi. Vous voulez quoi? Je veux la paix dans le monde. Et c'était extra. Ah oui, je suis allée. Donc c'est à Rovaniemi en Finlande. Donc j'ai fait la Laponie finlandaise en hiver, par moins 32. Voilà, on met à peu près 3 quarts d'heure à s'habiller, mais c'est super. Et je suis allée voir le Père Noël, oui. Alors bon, vaste entreprise commerciale, mais néanmoins le rêve subsiste et il a une grande barbe. Oui, et il y a 1,5 million de touristes qui viennent chaque année. Ah ouais. Et la compagnie aérienne nationale du pays s'appelle Transporteur officiel du Père Noël. Ah, c'est pas vrai? Si, en Laponie. C'est étonnant. Ah, génial. C'est le nom de la compagnie ou c'est le sous-titre? C'est le sous-titre de la compagnie. Et c'est quelle compagnie? On n'a pas le droit de la citer? C'est la compagnie nationale aérienne du pays. Ah oui, d'accord. Voilà. Et puis, il y a aussi ceux que vous avez vus en profondeur et que Julien Clerc a évoqués dans une chanson. Comme une armée de vaincus, l'ensemble sombre de mes gestes fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte. Le cœur volcan. Et le cœur volcan, c'est une chanson d'ailleurs. Beaucoup de femmes ont été séduites lorsqu'on Julien Clerc chante cette chanson ou quand un prétendant chante cette chanson. Et c'est vrai que les volcans, vous avez pris des risques incroyables. Ouais, potentiellement, je crois que j'ai pris des risques. Et en même temps, ça faisait partie du circuit, donc je me dis que ça devait être plutôt maîtrisé. Mais alors déjà, je suis une fascinée des volcans, c'est-à-dire qu'il y avait 2 métiers que je voulais faire, c'était vulcanologue ou ethnologue. Enfin, puis ethnologue. Et vulcanologue, alors c'est encore un grand regret, parce que je suis une fan absolue. Puis alors, vous me mettez dans l'eau, je suis pas à l'aise. Dans les airs, je suis pas hyper à l'aise. Mais par contre, vous me mettez sur un rebord de volcan, j'ai pas de souci, quoi. Mais oui, j'ai fait en Islande, mais ça, on a fait un survol en hélicoptère. Donc c'est moins dangereux, mais c'est vrai qu'à Java j'ai fait l'ascension de 2 volcans qui étaient en éruption de gaz, pas de lave, mais c'était acide chlorhydrique. Alors j'ai fait le Kawaiijian, qui est je crois que c'était une des plus grandes soufrières au monde. Alors qui est un moment assez incroyable de voir tous ces porteurs de soufre, c'est bouleversant, et qui était en éruption de gaz chlorhydrique et sulfurique. Et j'ai cru que j'allais perdre la vue parce que ça nous a brûlé les yeux avec le guide. On est resté 2 heures, alors que bien évidemment tout le monde est resté 10 minutes. Moi je suis restée 2 heures parce que je voulais voir. Et donc en fait le Kawaiijian, on fait l'ascension, mais après normalement on a pas trop le droit, mais c'est autorisé de descendre vraiment dans le creux, au fond du cratère, là où il y a le lac le plus acide au monde que les crafts ont navigué, et à côté de la soufrière, et voir comment, voilà. Et là, en fait, on pouvait pas parce que c'était interdit, parce que éruption de gaz. Et on est resté en haut, mais on est resté 2 heures parce qu'il y avait beaucoup de fumée, donc on voyait rien. Et j'ai dit, mais moi, je veux voir, quoi. Enfin, j'ai pas fait la moitié de la planète, voilà. Et donc, on est resté 2 heures, et pendant 12 heures, j'ai eu les yeux, mais brûlants, je ne pouvais plus les fermer, quoi. Ouais, donc ça, c'était pas très conscient. Et après, j'ai fait le Mont Bromo, mais ça, c'était moins dangereux, je crois. Oui, mais en même temps, pour vous, voir un volcan d'île Villemain, c'est vivre la création du monde. Ouais, c'est vrai que c'était il y a. Moi, j'avais cet appel du volcan depuis pareil, adolescente, quoi. Et c'est vrai que. Le premier volcan que j'ai vu, oui, c'est ce que je dis en Islande. C'était comme un cœur qui pulsait ses veines, quoi. Enfin, il y avait ce magma qui s'effilochait, enfin, qui se répandait en veines comme ça, rouges. C'était en faisant donc des recherches un peu plus, voilà, les volcans sont à l'origine du monde, ce que disent les crafts, quoi. Que sans volcan, en fait, il y aurait pas eu, on n'aurait pas pu exister.
Et le plus célèbre des vulcanologues que j'ai connu, c'était Haroun Tazieff. Oh, la chance. Personnage fabuleux, passionné de rugby. Il a joué au rugby jusqu'à 80 ans, pratiquement, il joue au rugby. Ah, génial. Et c'est lui qui a quand même travaillé avec des chimistes et des physiciens pour le rôle moteur des gaz dans les éruptions. Et c'est lui qui a vraiment tout fait. Personnage étonnant. Et il a milité d'ailleurs en faveur de la prévention auprès des populations des îles. Pour les ravages, ouais. Et alors, il y a eu donc les volcans, et vous changez de climat, vous êtes allé au Groenland au début de mars. Oui. C'est pas la même chose. Pourquoi ça Non, pas la même chose. Alors, le Groenland, en fait, le Groenland, c'est assez fantastique. Puis c'est quasiment, pour moi, c'était inimaginable de pouvoir accéder à des contrées aussi lointaines, quoi. Alors, c'est finalement assez simple d'y aller. Il suffit de prendre un avion. Mais je suis allée à Ilulissat. J'ai dormi sur la calotte polaire. Je suis allée au camp de base des expéditions de Paul-Émile Victor. Enfin, c'est un parcours fabuleux, un peu flippant, mais fabuleux. Alors, pardon. C'est une façon de vous faire peur en même temps ou de... Oh, j'ai pas besoin de ça pour me faire peur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais par contre, j'ai eu très très peur. Non, moi j'y vais parce que j'ai cette avidité de découvrir cette planète avant qu'elle devienne complètement déglinguée, que je trouve les voyages extrêmement nourrissants. C'est un acte de tolérance. J'y ai appris la diversité humaine. Je trouve que c'est une école de vie absolument incroyable. Et puis que c'est une chance inouïe de pouvoir vivre ça, quoi. Donc moi j'y suis allée. Je suis partie à Ilulissat, qui est où il y a la plus grosse production d'iceberg de l'hémisphère nord. Et puis après d'Ilulissat, je rayonnais. Je suis allée au camp des bases des expéditions de Paul-Émile Victor, au pied d'un glacier. Donc là, oui, je me suis fait peur parce que j'ai cru que j'allais mourir un jour, parce qu'il y avait alors pas une tempête, mais un vent qui soufflait tellement fort que mon lit dans ma cabane tremblait. Et que là, je me suis dit, si on en arrive à ce que le lit tremble, ça veut dire que c'est pas très bien attaché. Donc je me suis dit, là, je vais mourir là, la cabane va s'envoler, je vais finir perdue dans la mer du Groenland. Oui, je pense que ça s'appelle une crise d'angoisse en vrai. Et puis après, on a fait 2-3 bêtises avec une famille. On est allé et après j'ai fait une randonnée avec une famille et on a coupé par la moraine, qui est absolument interdit. Parce que si un bout de glacier un peu plus gros se détache, ça fait un tsunami. Et le lendemain, il y a eu un tsunami. Donc on a eu très très chaud. Oui, et en même temps, vous avez vu des icebergs atomisés en une nuit. C'est ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est étonnant. Incroyable. Eh ben oui, alors la veille de partir au camp de base des Paul-Émile Victor, je me couche, les icebergs sont à peu près rangés à leur place. Il y en a quelques-uns dans la mer. On est à l'embouchure de l'Icefjord, donc qui est d'où sont produits les tonnes d'icebergs par jour. Et je me réveille le matin et la mer est constellée d'icebergs atomisés, donc en tout petits morceaux. Des morceaux assez gros à mon avis quand même. Et là, je me dis, on va pas naviguer 5 heures là-dedans. C'est pas possible, on va pas partir. Et en fait, il y a eu ce qu'ils m'ont dit, un coup de pression dans le glacier. Donc je sais pas trop comment ça se manifeste. Et donc en fait tous les icebergs ont éclaté et il y en avait mais jusqu'à des kilomètres à la ronde, alors que normalement ils sont vraiment très localisés dans l'embouchure du fjord, quoi. Et on est quand même parti. Et là aussi j'ai eu très très peur. En fait, le Groenland, en général, les gens, ils vont 5 jours. Et en 5 jours, on a le temps de s'émerveiller, mais on n'a pas le temps de s'horrifier. Et moi, j'estime qu'il faut partir suffisamment longtemps pour vraiment... Moi, c'est toujours mon côté ethnologue d'avoir envie de voir comment vit une nation, une culture, etc. Et en 5 jours, on a juste le temps de faire le touriste. Mais en 15 jours, on a le temps de laisser infuser le pays. Et du coup, l'iceberg, au bout de 5 jours, c'est assez terrifiant. Et alors, vous dites aussi dans ce livre que vous avez atteint vos limites, et que vous n'êtes pas revenu indemne de ces voyages. Non, alors surtout le Groenland. Le Groenland, là, il y a eu, c'est comme si j'étais allée chercher un truc. Alors, je sais même pas si j'ai encore complètement analysé, mais il y avait vraiment une confrontation avec soi-même, à la solitude, une forme de traversée du désert. Alors, empirique et symbolique, pour le coup, parce que j'ai traversé le désert, mais de glace, et en l'occurrence la calotte polaire, et cette traversée du désert, de se retrouver face à soi, dans cette cabane. Il y avait une sorte de rite initiatique qui ressemble vraiment au rite initiatique dans les tribus. Donc il y avait vraiment ce parcours. Et j'ai mis, moi celui-là, j'ai mis 6 mois à m'en remettre parce que je suis revenue, mais lessivée. C'est-à-dire que j'ai cru mourir 3 fois. Une fois à retardement avec le tsunami qu'il y a eu le lendemain, qui a eu quasiment plus d'impact que la veille où on a traversé la moraine indemne. Mais le fait de se dire...
Ah ma purée, en fait j'aurais pu vraiment y passer. Il y a un moment donné, mon cerveau il a dit oh, t'es gentil avec tes conneries. Moi, je démissionne, débrouille-toi toute seule. Et vous avez connu le manque de sommeil, l'air irrespirable. Ça vous a jamais empêché de repartir et vous avez encore envie de repartir? Ah ouais. Bah là, ça fait 2 ans que je suis pas partie très très loin. J'ai fait les Açores l'année dernière, mais depuis la pandémie, j'ai pas refait ces grands voyages-là, ouais. Et vous avez envie? Ah ouais. Entre 2 rôles, comme d'habitude? Entre 2 rôles, comme d'habitude. Après, je suis pas repartie aussi parce que j'écrivais et qu'il fallait que voilà, que ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis voilà, on a aussi un petit questionnement quand même qui arrive sur la protection de la planète, quoi. Voilà. Et ben justement, il y a beaucoup de choses qu'on apprendra dans ce livre qui est passionnant et qui est vraiment vécu, qui s'appelle Latitude, chez Michel Lafon. Merci de l'avoir vécu et de l'avoir écrit, Odile Villeneuve. Ah, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt, parce que vous avez tellement de choses à raconter qu'on vous retrouvera dans les Clés d'une Vie. Avec grand plaisir, quand vous voulez, c'était un bonheur. Et réciproquement. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.